Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Épisode 16 de Processus. La loterie vient de survenir. On enregistre exceptionnellement encore. Des fois, on s'ajuste. Mardi soir. Donc, à chaud. Ça fait à peine une demi-heure qu'on sait que les Sharks vont repêcher premier, que le Canadien va repêcher cinquième. Simon Snake Boisvert, bonsoir. Bonsoir, Mathias. Pag, comment vas-tu? Ben, moi, ça va très bien. Mais ça pourrait pas mieux aller qu'un certain Macklin Celebrini qui semble être en voiture, n'est-ce pas, Mathias? Je ne te vois pas venir du tout. À mon avis, il va faire un choix sur CarGurus, parce que Processus est présenté par CarGurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. Et messieurs, on tient à remercier Best Buy, le fournisseur officiel de tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrot pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrot qui supporte la persévérance scolaire. La persévérance scolaire, oui, chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch de l'Achigan. Sans plus tarder, je veux quand même, j'ai écouté évidemment avec mon œil de faucon la réaction à chaud de Kent Hughes. Martin Lapointe aussi un peu. Et j'essaie toujours de lire entre les lignes. Est-ce que, avant de passer aux Sharks, parce que je sais que tu as mis ton pyjama des Sharks, tu sais, Simon, il aime ça traiter le monde de Féfan, tu sais, à Montréal. Mais Féfan des Sharks, j'en ai un devant moi. Et Kent Hughes et Martin Lapointe, ça peut paraître surprenant peut-être, ils étaient contents. Ils étaient contents d'être à 5 parce que les chances de repêcher premier ou deuxième étaient de 8% dans chacun des cas, mais les chances de reculer étaient beaucoup plus grandes. Ouais. 45% au 6e rang, puis un autre bon pourcentage au 7e. Alors, je pense que dans leur stratégie, selon leur liste, à 5, ils sont positionnés comme ils voulaient être positionnés et ils craignaient de reculer. Kent Hughes, au départ de son point de presse, a été quand même avare et il restait un peu dans le mystère. Mais plus ça avançait, ce que j'ai trouvé intéressant, puis il s'en cache. Moi, si je lis entre les lignes, comme je dis que j'aime lire entre les lignes, là, puis il disait déjà, à gauche, en défense, on est correct, on n'a pas besoin de... Parce que les affaires de repêcher selon le meilleur joueur disponible, là, les équipes trichent, puis on y va tout le temps un peu selon les besoins. Et le Canadien n'a pas de besoin du côté gauche de la défense. Ils ne repêcheront pas un défenseur gaucher, à moins d'une surprise de taille. Moi, je pense que le Canadien va repêcher un attaquant, à moins que le défenseur droitier, Lev Shunov, soit disponible. Et là, j'extrapole. Tu me corrigeras. Mais j'ai l'impression que chez le Canadien, on s'attend à ce que, évidemment, notre Macklin Celebrini soit repêché au premier rang à San Jose. Ben oui. Que Demidov sorte probablement à Chicago au 2e rang pour jouer avec Connor Bedard. Ouais. Et qu'on a peut-être prévu que Anaheim et Columbus allaient choisir des défenseurs. Je pense que c'est ça. Ouais. Et qu'on s'est dit, j'ai un feeling, moi, pour Kaden Lindstrom. Anaheim a beaucoup de défenseurs, mais ils ont beaucoup de centres, beaucoup de défenseurs. Ben, je me demande s'ils vont pas se le... Tu sais, ils ont quand même Mintnyukov qui est un Top Gun, qui est un défenseur numéro 1, offensif et tout. T'as Luno, droitier. Je me demande s'ils vont pas vraiment aller pour leurs besoins. Zellweger. Et repêcher le gros défenseur de 6 et 6. Rappelle-moi son nom, s'il te plaît. Anton Silayev. Silayev, qui est un gros arrière avec un caractère défensif, puis qu'on va rêver un Zdeno Chara. Pour avoir Lev Shunov à Columbus, quoi qu'ils ont déjà Yerichek. Puis là, j'ai l'air à parler beaucoup de besoins, mais je vous le dis, là, les équipes ont beau nous marteler que meilleur joueur disponible, c'est pas vrai. Regarde à preuve le Canadien. Ouais. Fait que je pense que le Canadien, au moment où vous nous écoutez, est heureux avec le choix. Maintenant, mon Simon,
qu'est-ce que tu as pensé d'abord de la loterie? Il n'y a pas eu de surprise. Okay. Puis ensuite, je te laisse aller. Ben, aucune surprise. Puis depuis qu'on a réinstauré le 25% de chance pour l'équipe qui termine en dernière position, ben, c'est bien. Cette équipe-là a plus de chances de gagner de la loterie. Moi, je l'ai toujours dit, je préconiserais pas de loterie. Alors tant mieux, l'ordre est resté le même que celui dans la saison régulière. San Jose et Chicago ont mérité les 2 premières places et c'était vraiment par design parce que ça fait 2 ans, même 3 dans le cas de Chicago, que ces 2 équipes-là veulent finir 31e et 32e. Bon. Pour le Canadien, oui, c'est sûr que rester 5e, tu sais, je voyais pas une grosse différence entre 5, 6, 7, mais c'est sûr que si tu as un joueur en tête et que tu repêches 7e, tu as plus de chances de te le faire voler que si tu repêches 5e. Parce que là, 5e, tu sais, on sait que Celebrini, Demidov, Levchunov vont probablement être partis. Ouais. Alors, il y a une carte frimée là-dedans. C'est l'autre choix. Et quand on a demandé à Kent Hughes, y a-t-il une séparation importante entre le joueur que vous ciblez et le 6e rang? Il n'a pas voulu répondre. Ben non. Fait que donc, il y en a un. Il y en a un en tête en ce moment. Ils ont beau dire qu'ils vont faire des meetings. Il y en a un en tête. Ben, c'est parce que, admettons que c'est Caden Lindstrom. Ouais. OK? Après, Celebrini, Demidov. Résume-nous, là, pour ceux qui arrivent là, dans notre balado, Caden Lindstrom. Là. Bon. Caden Lindstrom, c'est un gros joueur de centre de 6 pieds et 3 pouces qui joue pour Medicine Hat. 220 livres à peu près. Pas déjà, loin, là, 210 listés, mais c'est peut-être plus. Le problème avec Lindstrom, c'est qu'il a été blessé avant les fêtes et il est revenu seulement pour les séries. Donc, malheureusement, on a seulement une demi-saison d'évaluation sur ce gars-là. Il jouait pour un club qui était quand même bien anti, Medicine Hat, incluant Gavin McKenna, même s'il ne jouait pas avec McKenna. Ouais. Le gars est quand même dans l'équipe. C'est pour ça que c'est sûr qu'il va retourner au junior l'an prochain, parce qu'une demi-saison, je le vois difficilement faire le saut dans la Ligue nationale, même si physiquement, il est prêt. Et si je peux te dire aussi, Kent Hughes a aussi dit à une question, est-ce que vous pensez que le joueur que vous allez repêcher serait prêt cette année ou plus tard? Puis comme je te dis, ils doivent avoir une idée, parce que si c'est pas l'an prochain, ça sera pas loin. Lindstrom, d'après moi, va arriver dans la Ligue nationale à 19 ans. Parce que si c'est un Berkeley Catton ou un autre, ou Elenius, j'imagine que Hughes n'aurait pas dit ça qui est tout près, là. Non, alors que Lindstrom, Levchunov, Levchunov, d'après moi, ça serait Ligue américaine l'an prochain et Ligue nationale, soit en janvier ou en octobre suivant. Ouais. Donc, Lindstrom, d'après moi, c'est une autre année junior. Il aurait peut-être été prêt s'il avait fini la saison. 27 buts en 32 matchs. Lindstrom, c'est un gars, je dirais, tu sais, la seule question que je me pose tout le temps sur lui, c'est la question que je me pose avec ces gars-là. Les gars qui sont dominants physiquement dans le hockey junior, est-ce qu'ils sont bons parce qu'ils sont dominants physiquement par rapport à des plus jeunes et des moins forts qu'eux? Est-ce que ça peut se... Ou ils sont simplement talentueux? Mais t'en as eu plusieurs des gros qui dominaient, qui ont continué à dominer. C'est ça. C'est pas nécessairement physiquement. Mais il y a du talent, ce gars-là. Oui, il y a du talent. La question est de savoir, tu sais, il patine, c'est un bon fabricant de jeu, il a un bon sens du jeu. Moi, tu sais, c'est un joueur de centre. Est-ce qu'il va rester au centre? Ça, c'est une autre question que je me pose. Est-ce qu'il a joué un peu à l'aile, sinon? Ou jamais? Moi, je l'ai toujours vu au centre. Okay. Je le vois toujours prendre les mises en jeu. Okay. Bon. Tu sais, c'est parce dans ce repêchage-ci, moi, je trouve qu'après Celebrini, il y a un groupe, une grappe de 6-7 joueurs. Ouais. Que vraiment, tu y vas selon tes préférences personnelles, tes besoins. Tu sais, c'est vraiment une année pour s'y aller selon tes préférences et tes besoins. Mais... Tu sais, dans un autre repêchage comme l'an dernier, Caden Lindstrom, il n'est pas dans la même classe que les attaquants qui ont été choisis. Fantilli et Carson, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors, mais, tu sais, je parle toujours de séries éliminatoires. Je parle toujours que ça prend des gros clubs physiquement. Tu sais, c'est sûr que Berkeley Catton, je l'aime beaucoup, mais ça demeure un gars de 163 livres. Caden Lindstrom, c'est un joueur... Tu sais, tu rajoutes ça à Slavkovski, tu rajoutes ça à Doc. Là, en série, tu commences à ressembler plus aux Golden Knights de Vegas qu'aux Canadiens d'antan. Oui, même en défense, là, ça commence, à part Hudson, ça commence à se grossir. Alors, de ce point de vue-là, mais est-ce qu'il faut s'attendre nécessairement à ce que Lidstrom devienne le premier centre du Canadien? Je suis pas sûr. Non. Est-ce qu'il faut s'attendre nécessairement
un gars de 90-95 points? Je pense pas. Mais peut-être un gars qui cadre bien avec ce que le CH est en train de bâtir. Tu sais, je parlais de mix, hein. Souvent, je reprochais à Marc Bergevin, je reprochais pas les joueurs qu'il allait chercher. Je reprochais le mix qu'il créait. Ouais. Puis là, Lidstrom, d'après moi, il cadrerait dans le mix du Canadien sans être nécessairement le joueur optimal qu'on peut espérer au 5e rang. Mais tu sais, à 5, là. Puis, je veux pas te faire de peine, mais ils prendront pas Connelly à 5. Je te l'annonce tout de suite. Donc, si lui, il n'existe pas en ce moment, tu prends qui à 5? Ben, c'est ça. Tu y vas-tu avec un défenseur pareil ou... Ben... Alors que là, le jupon du Canadien dépasse pour un attaquant, on le sait, là. C'est qu'après Demidov et Celebrini, il y a une grosse... Puis Connolly, évidemment, là, dans mon optique, il y a une grosse... Je viens de te dire qu'il n'existait pas, là. Moi, c'est sûr que si tu regardes juste individuellement le joueur comme tel, j'aime mieux Berkeley Catton. Il est plus spectaculaire, il est plus talentueux, mais en série, Berkeley Catton, ça n'a pas été facile. Et toi, tu repêches en fonction des séries. C'est ça. Alors, je ne sais pas encore. Je ne peux pas dire ça à chaud. Même si je veux bien du temps pour y penser. Là, on sait que le Canadien va repêcher des 5e, en tout cas dans ce coin-là, depuis longtemps. Moi, j'ai le feeling qu'ils vont prendre Lindstrom. Okay. J'ai le feeling que ça cadre bien dans ce qu'ils recherchent. Est-ce que Lindstrom va être dans le top 5 dans ma liste? Probablement pas. Ah non? Non, mais il va être top 10. OK. Et tu vois, Kent Hughes élimine d'emblée, puis il n'a pas l'habitude de nous mentir, là, de nous mener des bateaux. Non. Il élimine d'emblée les défenseurs gauchers. Les Bayum, les Silayev, les, je sais pas lesquels qui sont sur nos... les Dickinson. Fait que ça, regarde, ils nous donnent déjà un indice, ça sera pas eux. Fait qu'on se rapproche un peu de puis ça sera pas Carter Yakimchuk, le défenseur droitier. Peut-être surévalué aussi. Oui, oui, lui, parce que il était à quelques jours près d'être admissible au repêcheur de l'an dernier. Ouais. Donc, il a joué sa saison à 18 ans. Moi, je le trouve un peu surévalué. Et ça sera pas Parek non plus, qui a trop de carences défensives. Puis ça sera pas Cole Iserman, qui est complètement unidimensionnel. Lui, je vous l'annonce tout de suite en grande primaire mondiale. Canadien ne repêche pas Cole Iserman. C'est ça. Il y a un bon joueur qui est en train de monter dans les classements. C'est Beckett Seneca de Oshawa, qui vient d'être éliminé. Dans le classement de Grant ou dans les classements? Il monte dans les classements. Ah oui, aussi. Il y a un buzz. Il y a un buzz pour ce gars-là, mais est-ce que nécessairement il pourrait se rendre au numéro 5? Tu sais, c'est un gars c'est quand même un gars de 6 pieds 2, 180 qui est très, très, très habile. Oui. Tu l'aimes? Oui, mais je l'aime top 10. Comme je t'ai dit, moi, après Celebrini, Demidov, puis Connolly, pour moi, chez les attaquants, il y a une grosse baisse. Bon. Et là, je sais qu'on en a parlé il y a quelques épisodes, mais on va le répéter pour les besoins de la cause parce que c'est d'actualité. Donne-moi la différence entre Quinton Byfield et Caden Lindstrom. Oh, OK. Au même âge? Ouais. Quinton Byfield, c'était un gars, moi, que je trouvais extrêmement habile pour sa grosseur. Ouais. Mais ce que j'aimais pas de lui, c'est qu'il avait tendance à être éblouissant contre les clubs plus faibles. Ouais. C'était mon bémol, et c'est pour ça que au repêchage de 2020, je ne l'avais pas classé, je l'avais 4e à cause de ça. Là, on voit qu'à Los Angeles, il est vraiment en train d'éclore. Ouais. Et je pense qu'il va devenir meilleur que je croyais. Et il va devenir aussi bon que les observateurs croyaient. Ouais. Alors, des fois, tu mets des bémols sur des joueurs, mais c'est des bémols peut-être qui ont pas de pertinence. Ouais. Tu sais, Byfield, il joue bien dans la Ligue nationale. Alors, qu'est-ce que ça fait quand même que dans le junior, il était meilleur contre les... Donc, c'est un bémol qui valait rien. Ouais. Mais il fallait que tu en aies. C'est ça. Iserman, j'en mets des bémols, Cole Iserman. C'est-tu des bémols qui vont valoir quelque chose ou non? Tu sais, c'est ça qui arrive. On cherche... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, t'es négatif. » C'est pas ça. C'est que les recruteurs, quand ils travaillent, il faut toujours qu'ils aillent avec les pour et les contre. Et ils sont toujours challengés vers les points faibles ou les points à améliorer des joueurs. Ouais. Parce que tu peux pas arriver toujours puis dire « Ah ben lui, il est bon dans ça, puis après ça, la conversation se termine. Mais continue ta comparaison. Alors pour Lindstrom, lui, je te dirais, il est peut-être moins spectaculaire que Byfield à l'époque, mais il est peut-être plus constant d'un match à l'autre, peu importe l'adversaire. C'est important, ça. Oui. Moi, je me demande toujours, est-ce que ça va être un joueur de centre?
Parce qu'il est assez nord-sud dans son jeu. C'est pas grave, ça, Ouais, s'il joue ça, à c'est pas l'aile. grave. là. Ouais. Tu sais, Byfield joue à l'aile maintenant, Ouais, puis il joue au c'est centre ça. dans les rangs juniors. Exactement. Ouais. Ça pourrait être un cas de gars qui s'en va à l'aile, puis s'il reste au centre, ben, tant mieux, parce que ça fait un gros joueur de centre, puis les gros joueurs de centre, moi, j'en démarre pas, c'est important des équipes. Ben, tu le mets avec Dak et, disons, Newhook, là, sur un deuxième trio. Ah ouais. C'est intéressant, là. Ben oui. Mais tu dis un joueur constant, Simon, tu parles de... Parce que, tu sais, Byfield, il est flashy en tabarouette. Là. Quand il décide d'accélérer, c'est vraiment impressionnant. Oui. Quand tu dis constant, est-ce que tu parles de Tomáš Plekanec constant ou il y a quand même une étincelle dans son jeu? Non, moi, je voulais dire constant dans le sens que, peu importe l'adversaire, on voit toujours à peu près le même Lidstrom. Alors que Byfield, dans le junior, il flashait beaucoup plus contre les équipes faibles. Mais est-ce qu'il y a de l'étincelle dans son jeu, Lindstrom? Je te dirais moyen. Ah oui. OK. Étincelle moyen. Mettons, Berkeley Catton est beaucoup plus spectaculaire. Ouais, mais il est plus- Demidov, ouais. des gars comme ça. Byfield, dans les gros joueurs, Byfield était plus spectaculaire. Mais je te dirais qu'il y a plus d'étincelles qu'un Higgin-là. OK. Bon. TJ Higgin-là. Ouais. Évidemment, les Sharks de San Jose vont repêcher premier. Ont gagné la loterie. Je pense qu'il n'y a pas un club qui avait plus besoin de Macklin Celebrini. Ben, le club est vide. Je parle pas des espoirs, moi je parle le club actuel, il est Ouais. vide. Dans les joueurs actuels des Sharks, si les Sharks un jour deviennent une grosse équipe, je pense qu'il n'y aura pas plus que 2 joueurs actuels dans cette équipe-là C'est qui sûr. vont faire partie. Peut-être William Eklund. Eklund, ouais. Deuxième trio, pas plus. Mais là, Puis c'est ça. il pourrait commencer la prochaine saison avec Celebrini. Will Smith et Celebrini. Will Smith n'a pas signé son contrat encore. Ouais. C'est bizarre ça, qu'au mois de mai, ça n'avait pas été signé. D'après moi, les gars, Will Smith, Leonard et Perreault semblent vouloir retourner à Boston College une autre année, peut-être Bon. gagner le championnat avant de OK. signer. Ben, c'est pas la dramatique non Quentin plus. Musty va peut-être jouer dans la NHL l'an prochain parce que ça serait ridicule de retourner un gars qui a autant produit à 18 ans, le retourner dans le junior à 19 ans. Musty, selon moi, sa place serait dans la Ligue américaine, mais on en parle souvent. On n'a pas le droit d'envoyer les joueurs juniors dans la Ligue américaine à 19 ans. Ouais. Il faut les retourner aux juniors. Alors, d'après moi, Musty va être à San Jose. Celebrini va être à San Jose. La question est de savoir, est-ce qu'on le met sur le premier trio en commençant Ouais. ou on l'amène tranquillement, pas vite. Tu sais, on fait jouer, si Logan Couture revient, ben on fait jouer Logan Couture sur le premier trio, Celebrini deuxième. Tu sais, Bédard, on l'a jeté dans la gueule du loup en partant. Tu sais, ils n'avaient rien à perdre, Il les Hawks. n'y avait pas de loup là. C'est ça. Le loup était parti. Puis il n'y avait rien pour jouer avec lui, puis on l'a fait jouer. Celebrini, écoute, moi je pense qu'il n'y aurait rien à perdre de le faire jouer 15-20 minutes par match. Les Sharks l'an prochain, probablement, visent encore la queue de classement. Oui. Espérer aller chercher James Higgins ou un gars comme ça. Ils sont dans la même situation que Chicago. Ils sont peut-être un an en arrière. Ouais. Et là, comme Pittsburgh n'a pas bougé, Ouais. les Sharks ont le 14e choix au total. Et là, Simon, tu dois t'en douter un peu. Oui. On a beaucoup de nos auditeurs Oui. qui avaient très hâte à cette semaine pour te parler de ton idole. Trevor Connolly. Et ils se demandent si les Sharks ne vont pas justement au 14e rang avoir le joueur idéal pour écoper de punitions stupides en fin de match pour perdre leur rencontre. Ben, Est-ce que vous diriez qu'il a fait une Trevor Connery? Oui, celle-là, par contre, tu l'as copié et les droits appartiennent à 50 000 personnes, mais bien joué quand même. Sérieux? J'ai pas lu ça. Ah non, tout le monde, tout le monde. Ça, c'est... Bon, Ben, désolé. Trevor T'es en retard. Trevor Connolly, avant l'incident, était classé 15e sur la liste de Bob McKenzie. Ouais. La liste de Bob McKenzie qui est d'ailleurs un sondage mené auprès de 10 recruteurs de la Ligue Ouais, nationale. qui est révélateur. Donc, ça serait dans la parenthèse des Sharks qui repêche 14e. Ouais. Quand tu as 2 choix de première ronde, tu peux te permettre peut-être de prendre quelqu'un considéré comme plus à risque ou problématique. Et les Sharks, ben moi, je leur donne de crédit d'avoir pris Quentin Musty l'année passée. Alors, pourquoi ne pas faire 2 en 2 et aller chercher Trevor Connolly? Et Musty était problématique. Si je... Non, il ne l'était pas. Les recruteurs ont juste pas renouvelé leur prescription de lunettes. Ah, voilà. Simplement. Ben, c'est ça. C'est pas normal que Quentin Musty ait sorti 26 Mais ans. là, toi, Ouais. qui nous a dit souvent, qui a dit à nos auditeurs que parfois, Oui. tu ne voyais pas ou tu ne voulais pas voir Ouais. le drapeau rouge. Oui. Trevor Connolly, quand même, là, soyons sérieux Oui. et objectifs. OK? Alors, faisons l'exercice. Oui. Je sais que tu as fait référence cette semaine à Gallagher qui fait un geste qu'il ne fait pas habituellement. Ouais. Dans un match sans signification. Ouais. Tu es en finale du championnat mondial, Ouais. des U18. Tu mènes par un but. Il reste
moins de 10 minutes à faire et tu t'en vas faire un coup d'imbécile comme ça. D'abord, qu'est-ce que tu as pensé du coup et est-ce que ça a une légère influence ou aucune influence sur ton jugement? Bon, ce que j'ai pensé du coup, un coup à la tête, peu importe le joueur, je trouve ça imbécile. Peu importe que ce soit un match pré-saison ou un match de finale. Mais de surcroît, en finale, alors que tu coûtes 3 buts à ton équipe, alors que finalement, il n'y a pas vraiment de... Ben, tu n'as jamais de raison de faire ça, mais il y en avait encore moins de le faire. Ouais. Je trouve ça ridicule. Alors, de ce côté-là, je trouve... j'y donne... j'y donne 0. F en anglais. Bon, failure. Échec. Est-ce que ça influence mon évaluation? Non. Parce qu'un jeu dans une carrière ne peut pas influencer une future carrière de 15 ans dans la Ligue. Il ne faut pas être cave. OK. Fait que donc, ta punition, pour toi, c'est une pichenotte sur le petit doigt, là. Oui, de la même façon qu'une erreur peut se produire dans n'importe quel autre sport. Une partie, ça peut être une grande vedette qui fait une erreur, ça change. Oui, mais il y avait quand même déjà des bémols, là. Oui, mais là, les fameux bémols, moi, je suis là pour juger ce qui se passe sur la glace. Mais là, on en a un exemple. OK, il y a des équipes, oui, ça sur la glace, geste répréhensible, on le sait, mais pour moi, ça ne change pas mon évaluation de jeu. Je ne suis pas pour baisser un joueur de 10 rangs parce qu'il a donné un coup à la tête dans une game. Bon. Ben. Et ensuite, ce qui se passe hors glace, là, moi, je suis tanné d'entendre parler de ça, OK? Le gars, il n'a pas tué personne. Et il a failli tuer quelqu'un, dimanche, là, en passant. Mais je laisse les équipes. Non? Et puis leur questionnaire de 50 000 questions, leur psychologue, et puis en fait, toute l'armée de gens qui vont fouiller dans son passé, je les laisse faire leur devoir. OK? Moi, je suis là pour juger ce que je vois sur la glace. Et ma recommandation pour un gars comme Trevor Connolly, d'après ce que je vois sur la glace, c'est que c'est toujours mon numéro 2. Bon. Et là, regarde, parce que notre balado, on espère puis on pense qu'il va être là encore dans 5 ans. Oui. On verra si c'est un drapeau rouge que tu ne veux pas voir. Parce que là, tu l'aimes tellement que tu veux pas voir... Là, c'est comme si c'est rien passé. Il s'est passé quelque chose pareil. Ouais. Puis, j'essaie d'amener le serpent dans le coin de la pièce parce que nos auditeurs sont vraiment curieux d'avoir tes réactions par rapport à ce joueur-là. Mais t'en démarres pas, là. J'en démarre pas. Puis encore là, je trouve le jeu stupide. Il a coûté une médaille d'or à son équipe. Je le nie pas. OK? Je suis pas un fan de Trevor Connolly. Mais est-ce que c'est une erreur de jugement, son affaire grave? Est-ce que c'est un... Tu sais, ça aussi, il faut que tu te demandes. Je te dis pas que ça l'est, mais est-ce que c'est un garçon qui manque de jugement? Ça aussi, il faut que ça rentre. Oui, mais des coups à la tête, il y en a eu avant dans le junior. En finale d'un championnat du monde. Est-ce que tu vas toujours dire que le gars manque de jugement? Ben, peut-être. En finale d'un championnat. Oui, mais 18, vas-tu baisser? Vas-tu te dire, je vais passer à côté d'un joueur pour les 15 prochaines années qui va électriser. Et je dis bien électriser la foule. Il va valoir le prix d'un billet de saison. Bon. Parce qu'il y a un coup à tête. Parfait. J'espère que ce ne sera pas un Mike Hoffman. C'est tout ce que je souhaite. Ouais, OK. Je vois où tu t'en vas avec ça. Ça va? Mais c'est bien correct. Puis je n'en démarre pas et je ne suis pas un fan de Connolly. C'est juste que je me base sur ce que je vois sur la glace. Le gars, il est incroyable. Parfait. Il patine, il fonce au filet. Écoute, au U18 encore, là, oui. Au U18 aussi, là. Même si je me fous du U18, là, il l'a quand même fait au U18. Le gars est hallucinant. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a mentionné sur les commentaires YouTube que pourquoi Connolly avait déserté son équipe de la USHL pour aller jouer avec le programme. C'est une chance de jouer avec le programme. C'est que la USHL, eux autres, ils sont organisés comme ça. Le programme américain, pendant les séries, va toujours jouer le tournoi 18, eux autres, ils sont bâtis pour ça. Ouais. Là, ce qu'ils décident d'ajouter des joueurs qui sont déjà dans la USHL, mais qui ne sont pas dans le programme, c'est avec la bénédiction des équipes. Ben oui, puis ça, de toute façon, alors, Connolly n'a pas fait. On ne blâmera pas. Non. Mais, tu vois, comme tu avais Connolly numéro 2, oui. Ben, je t'ai permis de régler son cas avant le deuxième choix des Blackhawks de Chicago. Je suis pas fin, moi? Ben oui. Fait que numéro 2, toi, t'as-tu un feeling que ça va être Demidov à Chicago? Moi, je pense que ça va être Demidov. Chicago a besoin de beaucoup de talent. La seule tendance que les Blackhawks sont en train de prendre, qui me dérange, puis ça revient à ce qu'on parlait pour le Canadien tout à l'heure, ça va commencer à faire beaucoup de petits joueurs. Frank Nazar, c'est pas un gros joueur. Ouais, 5-10. Ouais. Connor Bedard, c'est pas un grand joueur. Ouais. Un gros joueur. Un gros joueur, grand joueur dans le sens ouais. Pas figuré, là. Pas figuré. Demidov, écoute, ils ont le temps d'en ajouter. Ils peuvent toujours surprendre aussi, puis prendre un Levchunov.
Oui. Ou un gros attaquant. Tu sais, Chicago, jamais. Chicago a besoin de tout. Korchinski, oui, peut être un défenseur offensif de première paire, mais est-ce que c'est nécessairement un général? Ouais. Selon le terme qu'on emploie souvent. Levchunov a peut-être plus ce profil-là. Alors, Levchunov, Korchinski, tu sais, il faut bâtir la défense. Il faut toujours bâtir la défense avant parce que ça prend plus de temps à ce que les défenseurs prennent la maturité. Exact. Alors, tu sais, on le voit avec les Canadiens. Les défenseurs ont été... Il y a beaucoup de défenseurs qui ont été choisis il y a, tu sais, Randbacker, Hudson, Engstrom, ces gars-là. Et là, tu ajoutes un Lidstrom et ça va aller plus vite que de développer, mettons, si le Canadien repêchait, je ne sais pas moi, un Zane Parek. Ouais. Au numéro 3, avec Anaheim, je trouve que Martin Madden-Fils, c'est difficile de déceler des tendances parce qu'il va chercher n'importe quel type de joueur. Ouais. Des fois, c'est des gros robustes un peu moins talentueux. Des fois, c'est des petits talentueux. Ouais. Ils sont pleins aux as au centre. Ça, on est d'accord avec McTavish et Carlson. Ouais. Ils ont des bons alliés. Là, on verra si Zegras reste. Évidemment qu'il y a Cutter Gauthier qui est là. Ouais. Ils ont quelques bons défenseurs, mais j'ai l'impression qu'à talent égal, comme on dit, j'aime pas cette expression-là, on pourrait y aller en défense. Moi, je pense que c'est les grands perdants de la loterie. Ah oui? Oui. Parce que Demidov, c'est le gars que ça leur aurait pris. Ouais. Pour avoir plus de talent aux ailes. OK. Parce que là, Zegras, Gauthier, c'est correct, mais il n'y a pas grand-chose d'autre dans les jeunes, je te parle. Eux autres, Demidov, ça aurait bien cadré. Parce que là, tu rajoutes un autre défenseur. OK, Levchunov, mettons. Très bon, Levchunov. Ouais. Mais là, ils ont Mintukov, ils ont Tristan Luneau, mais à droite, ils ont Zellweger. Puis c'est à peu près tout. C'est ça. Zellweger, gaucher, alors, Mintukov, gaucher. D'après moi, là, si j'avais à faire un guest ce soir, Levchunov s'en va en arrière. Bon. Numéro 4, c'est Columbus. Ouais. Ton ami Trevor Timmins. Bon, Trevor Timmins est un simple recruteur à Columbus. OK, encore là, non, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait sur YouTube cette semaine, « Hey, le pas bon à Timmins, Columbus repêche bien. » OK, on se calme, là. Il doit avoir une voix, mais là... Ben, il y a une voix parmi 12. Suspens pareil à Columbus, parce qu'ils n'ont pas nommé leur directeur général, fait qu'on ne sait pas où ça s'en va, ce choix-là. Columbus, ils ont besoin de tout, puis ils ont besoin de rien en même temps. Je m'explique. Ouais. Ils ont de tout, mais ça manque de qualité. Ouais. Alors là, tu dis, puis il y a trop de peut-être. Ouais. Ah ben si Patrick Laine revient en forme. Ouais. Ah ben là, finalement, ben là, si Provorov est aussi bon qu'il était... Ben tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup de si. Alors d'après moi, ils n'ont pas vraiment une position à cibler. Alors c'est pour ça que c'est difficile de... Au centre, t'as Fantilli. Ouais. Et t'as le jeune... son nom m'échappe pour faire exprès... qui a été repêché 12e en 2021, qui n'a pas une grosse production. Sillinger. Ouais. Qui, on ne sait pas encore si ça va être un centre de... Est-ce que Columbus pourrait se laisser tenter par Lindstrom? Ou Berkeley Catton? Ou Berkeley Catton. Mais ça dépend aussi du directeur général qui s'en vient. C'est quoi la philosophie? Un Pat Verbeek à Anaheim, il aime les plus gros. Oui. Alors, je ne vois pas Catton à Anaheim. Et Silaev, que certains... Oui. Écoute, dans la liste de Bob McKenzie, il est 3e. Mais t'as des gars des recruteurs sondés par lui qui l'ont 2e aussi. Oui. Fait qu'il doit attirer. Oui. Pour moi, j'ai de la misère à comprendre. Je vais te dire pourquoi. Silaev, c'est quand même une bébite spéciale. C'est un défenseur de 6 pieds 7 qui est rapide, mobile et relativement fluide côté coup de patin pour sa grandeur. Ouais. Il joue régulièrement dans le KHL. À 17 ans, habituellement, les gars retournent dans la MHL ou réchauffent le banc. Mais je vois pas l'étincelle offensive de ce gars-là. Ouais. Mais regarde Zadorov. Je vois zéro étincelle offensive. Zadorov, il y a quand même une mobilité assez... Zadorov, je le trouvais meilleur offensivement dans le junior que Silaev. Mais tu vois, puis offensivement, ça... Ouais. Mais là, il y a un impact en série. Moi Silaev, je peux pas prendre un gars comme ça top 5. Oui, mais il y en a qui vont peut-être le prendre top 5 et là, ça va changer la donne pour le Canadien. Ça va changer, mais c'est pour ça que Columbus, c'est vraiment le choix pivot, d'après moi. Oui, pour le Canadien. Mais si le Canadien a ciblé 2 attaquants, il est presque assuré de l'avoir à 5. Et c'est pour ça qu'il est content. Assuré. Mais la question est de savoir... il en faut 2, pas 1. Est-ce que c'est Ginla? Est-ce que c'est Seneca? C'est qui l'autre? Parce qu'il n'y en a pas 1000, là.
Ouais. Il y a Konsta Elenius, le Finlandais, mais moi je le veux pas. C'est pas un joueur. Le Canadien veut se grossir. Oui, puis Elenius, je trouve que. Moi, il y a quelque chose que j'aime vraiment pas d'Elenius. Puis ça, c'est un drapeau rouge que jamais je vais éliminer de ma liste de critères. Ouais. Un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Ça, moi, j'en veux pas de ces gars-là. Bon. Écoute, on a débordé de notre premier bloc, mais avec raison, parce que là, écoute, il y a certains de nos fidèles qui vont être réveillés en ce moment à 5 heures du matin. Et on en a qui veulent savoir ce qui vient de se passer avec la loterie et les autres qui vont suivre dans la journée. Alors, pour nous, c'est important vraiment de... Puis, moi, je trouve, là, pour terminer là-dessus, sous-estime pas l'amour que pourraient peut-être porter les équipes de la Ligue à Zeev Byam, le défenseur de Denver. Ah! Parce que c'est un joueur complet. C'est parmi les joueurs de défense, là, c'est peut-être, avec Levchunov, la valeur la plus sûre, dans le sens que tu sais ce que tu vas avoir avec ce gars-là. Ça, c'est intéressant. Parce que lui, écoute, c'est un late, comme on dit dans le jargon, mais il y a une production qui ressemble à celle de Lane Hudson alors qu'il est plus jeune. Gaucher. Ça pourrait être une carte cachée dans le top 3. Peut-être pas top 3, mais peut-être... peut-être à Anaheim ou à... Non, moi, j'ai réellement l'impression le Celebrini, Demidov, Levchunov. Puis Byam à Columbus, peut-être? Là, c'est là. Là, ça peut être Byam, ça peut être... Parek, ça me surprendrait ça quand peut même. être Silaev, ça peut être Lindstrom. Parek, je pense pas. Alors, je vois Dickinson? Défenseur gaucher complet. Dickinson, ça va dépendre comment il se comporte en finale et en Coupe Mémoriale. Parek aussi va être en Coupe Mémoriale avec Sagina. Hey, on est-tu hâte au repêchage? Oui. Alors, il y a encore des évaluations qui doivent être faites de certains top prospects d'ici juin. Puis de ce que j'ai compris de Kent Hughes, c'est qu'on va pas faire de folie pour s'avancer, là. À moins d'une offre irrésistible. Et d'une offre irrésistible, disons, si on... disons que le Canadien t'offre Toronto, ça n'arrivera pas parce que la proximité. Toronto t'offre Mitch Marner pour le 5e au total. Le fais-tu? J'adore Mitch Marner, mais la réponse est non. Parce qu'il reste 1 an de contrat seulement. Mais disons que tu peux lui faire signer une prolongation de contrat. Moi, j'aime pas embarquer dans ces spéculations-là. Sais-tu pourquoi? Ça sera pas à faire. Ça arrivera pas. Mais quand même, on jase, là. Juste pour savoir ton évaluation de Marner à ce stade-ci de sa carrière par rapport au 5e. Ça dépend des équipes. Si tu me disais la même chose, peut-être, pour une autre équipe, je te dirais oui. Prends-tu Marner... Pour le Canadien, je te dirais non. Prends-tu Marner à 28 ans à 10 millions ou Caden Lindstrom dans la position du Canadien en ce moment? Wow. Non, ça, c'est clair, ça, très comme bon. question. Puis, tu sais, je l'adore, Marner. Ben, là, je te pose la question. C'est le 11 millions à 28 ans. Tu es obligé de le signer pour 7-8 ans. Tu te rends 35-36 ans avec un contrat qui pourrait devenir un contrat boulet. Alors, la réponse est non à cause de ça. Bon, parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Puis moi, mais si on ne s'occupe pas de l'argent, c'est sûr que je le fais. Et si Anaheim t'offre, puis ça n'arrivera pas non plus, Mason McTavish, le fais-tu? Ben oui. Moi aussi. Ben oui. Monsieur le réalisateur? Moi, j'ai une question. Pas de jeu de mots, là, une question. Oui, exact. Oui, vas-y. Il y a beaucoup de si dans ma question, OK, mais prêtez-vous au jeu, s'il vous plaît. Imaginons que le Canadien repêche Lindstrom. Où le voyez-vous se positionner dans l'échiquier actuel du Canadien? Ah, ben on l'a dit tantôt. Non, mais c'est-à-dire que ça a été dit parce que, c'est-à-dire, Simon le voit au centre, mais là, ça veut dire qu'il faut que tu déplaces Dak à l'aile, ou évidemment Newhook, mais... Dak est bon à l'aile. Ouais, mais il est meilleur au centre. Non? Moi, je pense pas que ça serait un des deux. Ou Dak ou Lindstrom éventuellement s'en va à l'aile. Mais je peux pas dire lequel encore. Ça va dépendre comment Lindstrom s'adapte au centre dans la LNH. De toute façon, il passerait une année dans les rangs juniors encore. Ah, il retourne au junior l'an prochain. Bon. Moi, je suis pas mal certain. Ouais. Puis peut-être que Dak va être blessé encore. On le souhaite pas, là. Oh my God. Ouais. Bon. Alors, ça met fin. C'est correct, Pag? On peut mettre fin au premier bloc? Laissez-moi regarder. Oui, parfait. Good. Le podcast Processus vous est présenté par CarGurus. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec CarGurus. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargurus.ca ou téléchargez notre application mobile.
Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belleuil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Alors, on est prêt à entamer le deuxième bloc. Et Simon, d'abord, je vais te féliciter parce que tu viens d'apprendre en direct, là, sur ton ordi, alors que tu avais la tête devant ton ordi, que ton film Charlie Tango vient d'être sélectionné pour le Festival des films de Manhattan. Au mois de juin. Là, tu as appris ça il y a 1 minute, là, bravo. Oui, pendant la pause, là. Bon, mais là, mois de juin, là, tu rates pas de balado, là, pour ça. On là. rate jamais de balado. Parfait. C'est la priorité. Écoute, le deuxième bloc, c'est les espoirs pour le repêchage. Ouais. T'en as identifié 6 déjà. On a fait Parasac, on a fait Bacha, on a fait Les Tourneaux, Sacha Boisvert, Élic et Muse. Alors là, écoute, on arrive dans les eaux du Canadien. Oui, moi, j'identifie des espoirs qui, d'après moi, ont une chance de sortir en première ronde. Peut-être ça peut déborder au début de la deuxième selon les besoins des équipes. On sait qu'entre 20 et 40, les listes varient énormément. Ouais. Mais ce sont quand même des candidats là, sérieux pour partir le premier soir, sinon très tôt le lendemain matin. Parce qu'au moment où on se parle, le Canadien repêcherait 27e Oui. avec le choix obtenu Les Jets. pour Sean Monahan. Par contre, si jamais des clubs qui sont plus bas au classement que Winnipeg, comme Boston par exemple ou Colorado, atteignent le carré d'as, ben là, ça peut monter un petit peu puis ça peut aller jusqu'à 24. Exactement. Fait que là, il y en a parmi les 6 que j'ai nommés qui pourraient être disponibles et les intéresser. Et il y en a d'autres. Et parmi les 3 dont tu vas parler aujourd'hui aussi. Oui, le premier, c'est un joueur québécois. Oui. Maxime Massé. Un deuxième. Oui. L'autre étant Sacha Boisvert qui joue aux États-Unis, mais lui, Maxime Massé, joue dans la Ligue junior majeure du Québec ou la Ligue, comment on l'appelle, la Ligue junior maritime Québec. Et puis il était au U18 aussi. Il était au U18, il n'a pas joué beaucoup. Ouais. Maxime Massé, 6 pieds 2, 186 livres, aux dernières nouvelles, selon les dernières mesures. Ailier droit, qui joue à Chicoutimi. Recrue de l'année au hockey junior canadien l'an dernier, à l'âge de 16 ans. Ouais. Cette année, on s'attendait peut-être à un gros bond dans sa production. C'est pas arrivé. Le bon Dieu un petit peu. Il a quand même fait 35-36 buts. L'affaire avec Massé, c'est que si c'était un gars qui avait un peu plus de rythme dans son jeu, un peu plus de patin, il serait probablement considéré probablement entre 15-20. Parce que c'est un joueur qui est fort. C'est un joueur qui gagne ses batteurs et la rondelle. Il est intelligent, il fait des très belles passes, il a des yeux tout autour de la tête. Il est capable de marquer des buts de toutes les façons. Mais le rythme de jeu de la Ligue nationale est extrêmement rapide. Est-ce qu'il va être capable de suivre le rythme et performer pour un top 6? Ça, c'est la grosse question. On disait pas ça un peu de Joshua Roy, le rythme de jeu à un moment donné? On disait la même chose de Joshua Roy. Joshua Roy, est-ce qu'il était plus talentueux que Massé? Peut-être un peu, mais il y a quand même des similitudes du côté rythme de jeu patin. Okay. Et Joshua Roy s'en tire très bien en ce moment. Mais d'après moi, Massé, son plafond dans la Ligue nationale, c'est 3e trio, ce qui serait parfait pour une sélection de fin première ronde. Et à quoi t'attribues le fait qu'il ait très peu joué au Mondial U18 alors que les meilleurs sont pas là? Est-ce que pour toi, c'est une source d'inquiétude quand même? Moi, mon optique, c'est que, tu sais, on a beaucoup roulé avec McKenna. Et puis, c'était toujours à peu près les mêmes joueurs sur la glace. Fait que je pense que c'est plus un concours de circonstances parce que les 5-7 minutes par match qu'il jouait, il a bien joué. Mais 5-7 minutes. Oui, mais l'équipe était. Tu sais, il a été rajouté à la dernière minute. Hein, parce que Chicoutimi a été éliminé juste avant le tournoi. Alors, d'après moi, il est un petit peu comme arrivé. Tu sais, pas comme un chien dans un jeu de quilles, mais tu sais, l'équipe était déjà faite. C'est pas Maxime qui a massé le plus de minutes. Voilà. C'est ça. Bravo. C'est ça. Jing. Excusez. Là, il a dépassé son quota. Oui, fait qu'il est out pour un mois. C'est ça, oui. Le deuxième, on le connaît pas, mais on le connaît. Cole Hudson. Cole Hudson, qui est un modèle presque identique à celui de son grand frère. Oui, je te dirais. Et là, moi, je vais essayer de décrire les différences entre Cole et Lane au même âge. S'il te plaît. Pas le Lane Hudson qu'on a vu contre les Red Wings de Détroit. Le Lane Hudson, il y a 2 ans. Oui. Les deux ont joué pour le programme national américain à la défense. Cole, en ce moment, a été mesuré à 5 et 10, pèse 165. OK, quand même.
à l'œil, quand on le voit sur la glace, au même âge, il me semble plus costaud que son frère, que Lane. Il a battu le record de points, pour ce que ça vaut, pour un défenseur américain dans le programme de toute l'histoire, dans les 2 ans qu'il était là. Mais tu vois, lui, il y en a qui le voient fin première ronde, mais il y en a qui l'ont peut-être même fin deuxième ronde, comme son frère. OK. Bon, pourquoi? C'est peut-être encore le syndrome du petit défenseur. On a peur de ça. Mais si je fais une comparaison entre les 2 joueurs, Cole est plus rapide et plus fluide comme patineur que son frère. Tu regardes aller Cole, c'est le gars qui peut faire en 3 enjambées partir du filet du gardien puis se rendre à la ligne bleue adverse. Il se rappelle plus Quinn Hughes que Lane peut te rappeler. De ce côté-là. Où il est moins... Vas-y, Mathias. Mais est-ce qu'il est meilleur que Lane au même âge? Je te dirais que ce qu'il y a pas que Lane a peut-être un plus grand arsenal de feintes. OK. Tu sais, comme sa petite danse à la ligne bleue, ses petits coups de tête, ses petits coups d'épaule. Cole est peut-être moins créatif de ce côté-là, bien qu'il le soit. Il est peut-être moins créatif de ce côté-là. Par contre, lorsqu'il prend la rondelle et puis qu'il patine, je trouve vraiment qu'il est meilleur que son frère. Sur le reste du jeu, défensivement, je pense que Lane, au même âge, était meilleur que Cole. OK. Mais Cole, peut-être un peu plus fort. Alors, tu sais, vois-tu, c'est des joueurs semblables, mais pas des copies carbone non plus. OK. Mais c'est sûr que leur carrière va tout le temps être associée quasiment comme des frères jumeaux. Tu sais, comme dans le temps des frères Cédine. Là. Mais la question qui tue maintenant. Tu arrives à 26-27. Oui. Cole Hudson est disponible. Oui. Tu dis, est-ce que je vais aller prendre un gars qui a un plafond ailier 3e trio ou je prends un modèle que j'ai déjà à Montréal, quitte à amasser un atout? Je prends l'atout. Donc, alors, tu le repêches. Ben, dépendant qui reste sur évidemment. ma liste. Oui. Ça, c'est sûr. Mais si tu me donnes le choix, mettons, entre... On va prendre un choix qui est sorti 25e il y a quelques années. Je vais te nommer Maxime Massé, Parachac, Bacha, Letourneau, Boisvert, Elic et Muse. OK. Là, il y a des joueurs que je préfère à Hudson. Oui. Il y a des joueurs que je préfère à Hudson. Je prendrais Boisvert avant. Ah oui? Je prendrais Parachac avant. Okay. Mais, on retourne, mettons, à 2017. Ryan Poehling ou Cole Hudson. C'est sûr que je prends Cole Hudson. OK. Est-ce que les équipes, des fois, ont des billets de famille? On a parlé des noms de famille. C'est 6 billets par joueur, Pag. Ce que je voulais dire, c'est, tu sais, la semaine dernière, on a parlé des billets de gens qui ont déjà joué dans la Ligue nationale. Mais si la personne est déjà même dans l'équipe, est-ce que tu as un billet favorable envers ce joueur-là? Écoute, on se demande si avec Jacky, ils ont repêché Florian justement parce qu'ils savaient comment Arbor s'était développé. Ouais. La seule chose, comme Mathias le disait, c'est que Cole et Lane se ressemblent tellement à la même position. Que là, je ne sais pas. Par contre, alors que Florian, ben, il joue c'est un attaquant, c'est ça? C'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Le troisième est un Finlandais, si je ne m'abuse. Oui, Emil Hemming. Ouais. Emil Hemming, c'est exactement le prototype de joueur que j'aime et que j'aime pas en même temps, et je dirais même qu'en bout de ligne que je n'aime pas. Bon. Pourquoi je n'aime pas Emil Hemming? On rappelle aux gens que c'est une liste qu'on fait avec ce que tu penses qui va sortir au premier tour, pas tes préférés. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi au début du deuxième. Ouais. Moi, j'y vais un petit peu avec les classements qu'on voit un peu partout. Mais c'est sûr que c'est des joueurs qui vont être appelés très très tôt là, dans le repêchage. Vous attendrez pas au samedi après-midi à 4h30. Bon. Hemming. On va être là, nous, le samedi après-midi. On va être là pour c'est ça, au début de la deuxième ronde. Ouais. Alors, tous les joueurs qu'on mentionne aujourd'hui vont certainement partir pendant notre épisode on va en parler. De la deuxième ronde. Oui. Hemming, 6'1", 201, ailier droit qui joue en Finlande. Bon, Hemming a joué et chez les juniors en Finlande et chez les pros. Ouais. Chez les pros, on l'a utilisé comme joueur de 4e trio, comme un joueur d'énergie, en fait, appelle ça comme tu voudras, un plombier. Alors, il n'y a pas grand-chose à tirer de là. Dans le junior, il a été très bon, mais encore là, la Ligue junior de Finlande, on ne parle pas ici de la Ligue junior canadienne. Ouais. Alors, très difficile à évaluer. Il y en a affaire, par exemple, qu'on peut évaluer. Il patine, il lance, il est costaud. OK. Mais, et c'est là, moi, où ces gars-là, je perds de l'intérêt. Une période, c'est le meilleur joueur sur la glace. La période suivante, il s'en va faire une sieste. Oui, par contre, tu vois, Yoel Armia peut lui référer son psychologue.
Probablement. En plus, c'est un Mais compatriote. je te dirais, je me rappelle, là, on reprochait ça à Benoît Pouliot Ouais. quand il était junior. OK. Le gars avait tous les atouts. J'aime pas ça. Mais alors J'aime pas ça. moi, j'aime pas les boîtes à surprise. Déjà que les gardiens sont des boîtes à Ouais, surprise de par la C'est nature sûr. du poste. Alors, Hemming, pour moi, aucun intérêt. Parfait. Bon. Ben, ça met fin à ce bloc sur tes 3 espoirs. Et on est prêt à passer à la période de questions. Alors, tu as identifié 3 questions, Simon. La première de Patrick Baudouin. Comment les directeurs généraux peuvent-ils influencer les choix au repêchage de l'équipe? J'aime bien cette question-là. Oui. Je ne sais pas si tu vas aborder ce bout-là, mais je vais y venir après. Oui, ben c'est ça. Ben, je vais commencer par dire, tu sais, ça dépend des directeurs généraux. Il y en a qui s'impliquent énormément dans le repêchage, particulièrement ceux qui ont une mentalité ou qui ont déjà été recruteurs. On prend l'exemple de Pierre Dorion, qui avait été recruteur, il était très impliqué, il aimait beaucoup le repêchage. Bob Gainey, ça l'intéressait moins. Non. Bon. Kent Hughes est très impliqué. Kent Hughes est très Même impliqué. si c'est pas un ancien recruteur, c'est un agent. Oui, mais en tant qu'agent, il recrutait. Exactement, C'est voilà. ça. Alors, je pense que de ce côté-là, on va avoir des directeurs gérants qui peuvent donner des consignes générales. Aussi, ça dépend du rang de sélection. Si l'équipe choisit 28e, le directeur gérant aura peut-être pas autant de poids sur ses épaules décisionnelles que si l'équipe choisit 3e. Alors, Anaheim choisit 3e. C'est sûr que Martin Madden Jr., le recruteur-chef, il a sa liste, il a son idée, il a travaillé. Ouais. Mais Pat Verbeek, le directeur gérant aussi, va s'impliquer parce que le 3e choix, souvent, c'est ce qui fait qu'un directeur gérant garde ou perd sa job. Oui. On l'a vu avec Jesperi Kotkaniemi. Ben, il n'a pas perdu sa job à cause de Kotkaniemi, là. Mais bon. ça n'a pas aidé. Oui, mais il y a d'autres facteurs. Oui, quand oui, même. oui, Les contrats, oui, puis tout oui, ça. c'est là. ça, Mais c'est ça. C'était un mauvais choix. De toute façon, c'était pas notre choix. On le sait. Par contre, tu vois, Ron Extall a probablement perdu sa job parce que ses recruteurs voulaient Kel McCarr au 2e rang en 2017 et lui a dit non, ça a été raconté, on l'a déjà dit par Bobby Clark publiquement que notre ami Ron Extall a dit non, on repêche Nolan Patrick au 2e rang. Puis ça, écoute, ça c'est sûr que ça a été le coup de poignard fatal à Extall avec les Flyers de Philadelphie à l'époque. Écoute, je suis certain que quand les Islanders de New York, il y a quelques années, ont repêché 7 défenseurs, 7 défenseurs, c'était certainement le créatif Garth Snow qui avait probablement donné une consigne. Ah, tu vois. Et Et même, écoute, si on recule à 2012, semble-t-il qu'à Edmonton, les recruteurs voulaient Ryan Murray, le défenseur, qui n'a pas été un grand joueur, mais le propriétaire des Oilers voulait Yakupov au premier rang et a mis son veto. Fait que dans certains cas, comme pour le premier choix, et ça c'est une très mauvaise idée parce que les propriétaires, généralement, c'est pas des connaisseurs comme... Non. Tu sais, à moins de rares... J'en connais pas beaucoup qui sont plus forts que leur... C'est pas leur métier. Non. Ben, Puis lui, même, avait mis son veto. même les anciens joueurs comme Michael Jordan qui sont devenus propriétaires Ben, et tu vois, directeurs ça a pas gérants, fonctionné. ça n'a pas fonctionné. Exactement. Alors, oui, c'est ça. Mais, pour résumer aussi, à partir de la 3e ronde, ce sont les recruteurs qui font les choix et le directeur gérant s'en met plus, à moins de donner peut-être une consigne générale. Ouais, mais même on après repêche des ouais. gardiens, on se grossit, etc., etc. Même après le top 10, moi, je dirais que la majorité des directeurs généraux sont pas très... Ouais. Tu sais, parce que là, il faut se dire autre chose aussi. Ben, disons le top 15. C'est parce que là, arrive après le 15e, tes équipes font les séries. Alors, le directeur général, lui, il a la tête aux séries. C'est ça. Un club éliminé, le directeur Il y a plus général de n'a temps. rien d'autre à faire Oui. que de... Et c'est crucial pour lui. Ben oui. ça. Alors que, tu sais, c'est ça. Dans la deuxième portion du premier tour, on s'entend que, à moins d'être un crack du repêchage, C'est ça. fait que quand, moi, les gens arrivent avec les analyses, tu sais, le directeur général a repêché un tel, c'est comme, calmons-nous, là. Il a supervisé, mais... Après Patrick Baudouin, on passe à Samuel Cournoyer. Avec les rumeurs qui tournent autour de Pierre-Luc Dubois. Y a-t-il des rumeurs autour de Pierre-Luc Dubois? Ben, tout cas. on nous parlait de rachat de contrat à l'époque. Ouais. Ah ouais. Et les différents joueurs qu'on pourrait aller chercher dans la récupération, comme tu le dis. Quelle est ton analyse du joueur cette année? Qu'est-ce qui explique son manque de production et serais-tu prêt à prendre une chance sans tenir... Ben là, il faut que tu tiennes compte du salaire ou du coût d'acquisition, Samuel, mais répondons. Ben, la réponse est non. Ça, c'est la réponse simple. Je vais te dire pourquoi. Pierre-Luc Dubois, lorsqu'il avait été repêché, moi, je l'avais classé 12e.
Et puis, ça avait soulevé l'ire de certaines personnes parce que Dubois était quand même un producteur de points talentueux au Cap-Breton. Mais il y avait le défaut de Émile Hemming, dont on vient de parler, dans le bloc Espoir. Pierre-Luc Dubois jouait un match sur 2. Pierre-Luc Dubois, dans la Ligue nationale, il y a des soirs. Moi, je me souviens d'un soir, j'étais allé voir les Blue Jackets de Columbus au Centre Bell. C'était le meilleur joueur by far. Ouais. Là, cette année, ça a été épouvantable. Mais l'année prochaine, peut-être qu'il peut rebondir. Non, mais rebondir. Rebondir 25 matchs, 30 matchs. Là, il te montre des flashs. Dans des marchés comme Columbus, Winnipeg un peu plus, mais quand même, puis Los Angeles, à Montréal, en jouer 1 sur 2. C'est ça. À un salaire comme ça, il est mort. Oui, puis même si on ne tient pas compte du salaire, moi, je viens de le dire, les boîtes à surprise, j'aime pas ça. Alors, la réponse est non. Mais tu sais, puis c'est un Québécois, tu veux qu'il réussisse, mais à un moment donné, là, ça n'a pas fonctionné à Columbus, ça n'a pas fonctionné à Winnipeg, ça ne fonctionne pas à Los Angeles. C'est ça. Avec l'Armada, Ouais. tu sais... Ah oui. Puis au Cap-Breton, il y avait des comme on dit, des clashs, là. Je n'ai pas le mot français, là, mais il y avait des... il y a eu des algarades avec ses entraîneurs. Avec l'entraîneur. Des algarades. Oui, t'aimes-tu ça, ce mot-là? J'adore ça, mais peux-tu nous traduire? Ben, en fait, c'est comme une chicane. À l'époque, il y a très, très longtemps, dans une autre vie, mes amis Jean-Michel Dufault, Sébastien Benoît m'avaient mis au défi de sortir le mot algarade. Alors, depuis ce temps-là, je parfume mes textes d'algarade. Wow. C'est super. Et maintenant, passons à Patrick Poirier avec la troisième et dernière question. Est-ce dans le but d'aider les dépisteurs à faire les bons choix que la Ligue nationale ne devrait pas monter le repêchage à 19 ans? Une année de plus pour évaluer le talent. Réponds sans brûler ce qui s'en vient, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient par rapport à petit peu à ça. Ouais. Vous allez voir tantôt. OK. Finalement, ça a déjà été fait. Il y a eu une période dans les années 70 où les joueurs même étaient repêchés après leur saison de 19 ans. Ouais. Ensuite de ça, il y a eu une période où ils étaient repêchés après leur saison de 18 ans. Ouais. Moi, je considère que ce que ça crée, c'est que ça crée le problème suivant. Tu as des joueurs à 17 ans qui sont très ordinaires et à 19 ans qui sont des stars. Alors, et qui après ça, on leur marque, ils arrivent dans la Ligue nationale et ça marche pas. Je vais te donner un exemple. Josh Brook, repêché par le Canadien. Il est repêché à 17 ans, fin deuxième ronde. Ouais. À 19 ans, il défonce tout dans la Ligue de l'Ouest. On le voyait comme le... 75 points. 75 points. On le voyait comme le corps arrière du jeu de puissance pas du tout le Canadien. monde, là. Mais il y en a beaucoup. Il y en a. Oui, qu'il voyait comme le corps arrière. Josh Brook, cette année-là, si le repêchage a lieu 2 ans plus tard, il n'est pas repêché 58e. Top 10. Il serait peut-être... ou top 15. Ouais. Et là, il devient un flop. Ouais. Alors, pour certains joueurs... où oui, ça pourrait aider de les voir. Il y en a d'autres. Ouais. Alors, finalement, il n'y en a pas d'âge idéal. Alors, la réponse, c'est on va laisser le système comme ça. Ça reste compliqué. Oui. Bon, parfait. Écoute, t'as répondu aux 3 questions que tu avais ciblées. Merci beaucoup. On passe maintenant au prochain bloc. On est presque arrivé à la fin de nos repêchages. Alors, on est rendu au repêchage de 2020. Écoute, c'est épisode 16, hein? Ça va vite. Vas-y donc avec d'abord peut-être ta liste. Ben, écoute, je suis très, très fier pour une chose cette année-là. J'ai commis quelques erreurs, mais j'ai quand même... je crois que j'ai... À date, là... Tu as tenu ton bout en 2020. J'ai tenu mon bout. Alexis Lafrenière était un choix unanime. Ouais. Il y en a aujourd'hui qui disent oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais... Il n'y avait même pas de question lorsque la loterie a eu lieu. Ouais. C'était la loterie Alexis Lafrenière. Oui, il y avait, écoute, puis même Jeff Gorton essayait de garder le secret, mais tu voyais qu'après, dans ses commentaires, parce que Gorton était directeur général à New York, tu voyais qu'il laissait transpirer. Regarde, vous allez deviner qui on repêche au premier rang. Et moi, à partir du mois de janvier, j'ai commencé à dire Lafrenière, oui, je l'ai classé 2e en passant, je ne l'ai pas classé 20e, Ouais. mais il y en a un meilleur que ça, selon moi. Et c'était Tim Stutzla. Et là, tu t'es probablement fait ramasser parce que c'est un Allemand. Entre autres. Ben, c'est que là, il y avait le joueur québécois que dans la tête. Parce que, tu sais, oublie pas, on est à une époque où tu classes un gars 2e, t'es un hater. Oui. OK? T'en es un. Stutzla premier, Lafrenière 2e.
Et à date, on peut dire que je suis tout seul l'emporte haut la main, mais C'est intéressant que tu dises... Lafrenière a très bien joué dans la deuxième moitié de saison. Et Stoudila, lui a dit qu'il était blessé. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. C'est pas fini ce débat-là encore. Mais à date, on peut dire qu'après 4 saisons, c'est 4-0 chez tout cela. Pour l'instant, c'est 4-0. C'est 4-0. Bon. Ensuite, au troisième rang, j'avais beaucoup hésité. J'ai parlé de Byfield tout à l'heure, mais les bémols que j'avais envers lui. Tu l'avais promis à un certain moment de l'hiver, je me rappelle. Oui, je l'avais promis devant Lafrenière, et bon. Mais là, j'avais eu le bémol. Il obtient 6 points contre les clubs de dernière position, puis... Alors, je ne l'ai pas classé troisième, je l'ai mis quatrième. OK. Qui j'ai mis troisième? Un joueur que je trouvais très dynamique, très facile à projeter. Est-ce que je vais avoir peur? Ou... Non, c'est un bon joueur, mais il va falloir qu'un moment il décolle davantage que ça. Oh. C'est Cole Perfetti. OK, qui est pas mal. Ouais, mais il va falloir qu'il décolle, là. Tu sais, il est bon, mais il est pas... Mais tu irais le chercher pour... je me rappelle que tu as dit que tu irais le chercher sans hésiter pour Mayu, Owen Beck puis le choix de première de facilement. Winnipeg. Ben oui, facilement. Bon, fait qu'il n'est pas si mauvais que ça. Oui. Là. Ben, c'est sûr. Ensuite, bon, alors là, on en a 4. Parce qu'il est quand même régulier dans la Ligue nationale puis il a fait une quarantaine de points au moins, là, si je ne m'abuse. Là. Oui. Je pense qu'il n'est pas loin d'une quarantaine de points. À son âge, c'est pas mal. Ben oui, 19 buts, 19 passes en 71 matchs. Bon. C'est bon, mais moi, je m'attends à ce qu'il atteigne un autre niveau. Bon, et puis pour terminer mon... Top 5? Mon top 5, j'avais Jake Sanderson, qui est choisi, qui est parti cinquième. Qui serait probablement un top 3. Oui, mais il manque un peu d'offensive pour vraiment être considéré comme une superstar. Complet, là, ouais. Mais il est très complet. Alors ça, c'est beau. Ah, fait que tu as sorti Byfield du top 5. Non, quatrième Byfield. Ah, tu l'avais... Quatrième. Perfetti était 3. Je suis mêlé, là. Oui, j'avais Perfetti 3, j'avais Byfield 4 et j'avais Sanderson 5. Parfait. Ensuite, j'avais Drysdale 6. Ouais. Ça, je le regrette. Ouais. Défensivement, c'est une atrocité. Oui. Ensuite, j'avais Jack Quinn 7. Ouais. Puis sorti 8. Je pense qu'il a été blessé cette année. Moi, je me méfiais parce que c'est un gars qui est sorti de nulle part à cette année. Oui, parce qu'il n'avait pas joué beaucoup. Et en plus de ça, c'était un late. Ouais. Mais il avait fait tellement de buts, puis je le regardais jouer, puis je me disais, ça se transpose bien dans la Ligue nationale, et ça s'est bien transposé à date. Coaché par André Tourigny. C'est pas un mauvais joueur. Bon, la grosse erreur que j'ai faite, c'est au 8e rang. Là, j'ai essayé quelque chose, comme on dit. Ben là, à 8, c'est pas si pire, là. Oui, mais là, ça, c'est... Mais c'est sûr que c'est le DG de cette équipe-là, t'es dans la merde. Le gars a été choisi en 5e ronde. Hein? Oui. Non. Oui. Ça, t'es pas obligé de le... Tu couperas ça au montage, là. Ben non. Martin Chromiak. Ah. Choisi par les Kings. Il jouait avec Shane Wright. À un moment donné, on pensait qu'il serait peut-être pas pire, lui. Il est dans la Ligue américaine, 21 ans. Attends, j'ai tellement mal que je vais éternuer. Tu peux le garder au montage. Vas-y. Alors ça, vois-tu, ça... Est-ce que je l'aurais choisi au 8e rang? Bien, évidemment, non. Ouais. Parce que je me doutais que le gars sortirait en 2e ronde. Mais t'as voulu puncher. J'ai voulu puncher, puis j'ai vu quelque chose dans ce gars-là, puis j'ai dit peut-être. Ouais. Ben, il a punché Trevor Connolly, puis il a punché Martin Chromiak. Martin Chromiak, c'était comme puncher... On verra, là. Mais... On verra. Trevor Connolly, je l'aime vraiment. Vraiment, si Chromiak, tu l'aimais, là. Oui, mais Trevor Connolly, s'il ne devient pas une vedette, pour moi, c'est un fail. Chromiak, je l'aimais, mais je croisais mes doigts. Trevor Connolly, je ne lui croise pas mes doigts. OK? Je suis sûr que Trevor Connolly devient une vedette. Je savais pas que les serpents avaient des doigts, mais bon. Oui. Bon. Tu vas te croiser le... Dans mes bons coups, OK? La langue. Le vipère. Que j'adorais, puis je comprenais pas qu'il soit sorti 26e, Jake Neighbors. Ah oui. Je trouvais ce gars-là super habile. Ouais. Et je me disais, comment se fait que ce gars-là, on le qualifie de plombier, de futur plombier? Ouais. Ce n'était pas un plombier, c'était un gars qui avait des mains. Ouais. Et on l'a vu cette année. Ah, alors, oui. Jake Neighbors. Tyson Forster, qui aurait été mon choix pour le CH, à la place de Goulet. Ouais. C'est pas un mauvais choix, Goulet, mais moi, j'aimais Forster. Là. C'est pas un mauvais choix. C'est un très bon choix, oui, Goulet. Mais Forster, c'est pas piqué des verres. Et moi, je vais te faire un aveu. Oui. Ben, je peux pas dire que j'en suis pas fier, mais encore une fois, avec le 8-18, moi, mon choix pour le Canadien, c'était Hendrix Lapierre. Oui. Et là, oui, c'est établi dans la Ligue nationale, mais avec le recul, évidemment, je prendrais Goulet avant Lapierre. Pas sûr de ça encore. Donne du temps à Lapierre. OK. Mais je dois avouer... Mais à date, Goulet est en avance. Ouais. Forster, pour moi, c'est un solide.
Tu cherches un ailier fort, capable de marquer des buts. J'en revenais pas qu'il soit là au 23e rang. Alors là, Forster, je l'avais 9e. Ouais. Alors, il y en a qui m'ont dit, c'est pas logique. Comment tu peux dire que ton choix est Forster pour le Canadien alors que tu as Chromiak avant? Ouais. Ben, la raison, c'est que Chromiak, j'étais pas fou. Je savais qu'il sortirait pas en première ronde. Chromiak, d'après moi, c'était un choix de 2. Okay. Il était projeté pas mal en deuxième ronde. Ça a été quand même une surprise qui C'est sortait un peu ensemble. ambigu, ton affaire. C'est mais ambigu, bon. mais tu sais, ma tête, des fois... Faut pas essayer de te comprendre. Là. Oui, je me comprends. Alors, Mais tout, fais-en plus comme ça. tout là. le monde n'est pas obligé Non, de me comprendre, mais oui, moi, je me comprends. Mais des chromiaques, fais-en Oui. plus. Là. Fais plus ça. Là. Bon. C'est pas un jeu. Là, on est sérieux. Là. Un que j'aimais beaucoup, comme joueur two-way. Dans les séries cette année, il est bon à date, la première série, mais il tarde à décoller. Dylan Holloway des Oilers. Ben, il a grosse blessure. Lui, il jouait à Ouais. Wisconsin avec Cole Avec Caulfield. Cole Grosse Caulfield. blessure au poignet. Ça Puis à a un pas moment aidé. donné, j'avais même dit, j'ai dit, pour le jeu d'ensemble, je préfère Holloway à Caulfield. Bon. Mais je pense qu'il ne sera pas un gros producteur de points, mais je pense qu'il peut devenir un joueur de milieu troisième d'alignement, trio, peut-être, troisième ouais. trio utile dans l'ailage. Donc, moins bon que je pensais, mais quand même. Je regarde un petit peu ici, là, les autres. Seth Jarvis, que j'aimais beaucoup, choisi 13e par Ça, c'est Caroline. un vol. Oui, Avec le choix reçu de Toronto pour se débarrasser du contrat de Marleau. exactement. Yaroslav Askarov, le gardien de but, je l'avais 11e. Il a été choisi 11e. Oui, c'est rare, tu as des gardiens au premier tour. Vasilevski, Askarov. Il Moi, faut qu'il soit russe, hein, je pense. Ben non, c'est que moi, je me dis, à un moment donné, là, quand il y a un gardien de calibre supérieur et que là, j'ai plus rien d'autre à choisir que des joueurs peut-être de troisième trio, là, tu prends le gardien. Askarov, moi, je trouvais qu'il y avait un problème. Premièrement, c'est un des rares gardiens qui attrape de la gauche. Ouais. Et je trouvais que... Ben, il y en a quand même une couple. Là. en fait, non, excuse. Et moi, la gauche puis la droite, là, Mathias, là, j'ai toujours eu des Il problèmes. attrape la droite. Il attrape de la droite. Et un problème qu'il y avait, Askarov, il y avait de la misère du côté de la mitaine. Et je me suis dit, la Ligue nationale va festoyer avec ça. T'as peut-être On le gauche. voyait peut-être dans le- droitier, finalement. On ne le sait pas, peut-être. Mais finalement, ça va bien dans la ouais. Ligue américaine. Il a joué une coupe de match à Nashville. Et d'après moi, dans très peu de temps, ce gars-là va s'établir comme un gardien de but numéro 1 dans Ah oui, la ah oui, LNH ça s'en vient. de grande qualité. Et pour terminer sur le repêchage, dans les rondes ultérieures, moi, il y avait 2 joueurs que j'aimais bien. Chromiak. Qui ont Oui, je percé. sais. John Peterka à Buffalo. Ouais. Je ne comprends pas que Ottawa, qui choisissait un rang avant, n'ait pas pris Peterka, qui était le coéquipier de Stutzla au tournoi junior. Ah, tu vois. Et puis, on prend Robbie Yarventi. Tu sais, à un moment donné, c'est ça qui Ouais, coûte mais la job à des regarde, le directeurs Canadien généraux. a pris Philippe Méchard au 26e rang, Je le l'année sais. Stavkovski. Là. Oui, Des fois, oui, mais là, Ottawa, en tout cas. Et il y avait Luke Evangelista de London, Ouais. choisi par Nashville, qui devient très bon. Oui. Evangelista est sorti 42e. Pourquoi? C'est toujours la même chose à London. À 17 ans, les gars jouent moins. Ouais. Alors, recruteurs, je suis sûr que les recruteurs de l'Ontario, quand ils vont voir London, faites toujours attention aux gars de 3e, 4e trio Ouais. de London. Ah. Ils sont peut-être meilleurs qu'on pense. Ouais. Je me rappelle que tu l'aimais, Evangelista. Ça, Oui. je dois l'admettre. Alors, le Canadien, dans ce repêchage-là, Ouais, ça a après- été comme ça. Ils ont choisi Yann Michak, 48e, Luke Tuck, 47e. Yann Michak, je l'avais classé en première ronde. Bon. Alors, c'est mon erreur. Ouais. Je l'avais plus loin, mais je l'avais en première ronde Là, quand il a même. été changé à un autre club de la Ligue américaine où il a été blanchi en fin de Ouais. saison. Là. Luke Tuck, d'après moi, c'est Laval, avec une possibilité de 4e trio à Ouais. Montréal. Alors, on Ok. n'en parle pas. Brock Faber, choisi par Los Angeles, 45e. Brock Faber, je dois dire, c'est vraiment un gars qui a dépassé les attentes parce qu'il jouait pour le programme américain cette année-là. L'offensive qu'on voit de lui en ce moment au Minnesota n'existait pas. Un des meilleurs défenseurs de la Ligue Oui, nationale. mais l'offensive n'existait Ouais. pas. La preuve, c'est que s'il avait été comme il est en ce moment, il serait sorti top 10. Oui, mais au moment où il a été changé, tu commençais quand même à avoir quelque chose. Oui, mais Et là, Rob c'est quand même Blake- quelques années plus Rob tard. Blake est un as pour Oui, sortir le talent de Los Angeles. mais c'est... Oui. Puis C'est incroyable. quand même- Non, mais c'est incroyable. Mais à là. l'Université du Minnesota, l'année passée, c'était pas non plus une machine offensive. Ben, comme McDonough, qui n'est pas devenu un grand défenseur offensif, mais à Wisconsin, c'était 0 l'attaque. là. Alors, Faber, 45e choix, je peux comprendre. Je blâme pas les recruteurs. Tu l'avais où, Il est toi? tout- Il est tout simple. Moi, je l'avais 2e ronde. Pour moi, c'est un gars... Ça arrive. Pour moi, c'est un 4e, 5e défenseur sans histoire. Et là, il est en train de Comme devenir Logan un Mailloux, des là. très bons défenseurs de la Ligue. Mais je vois que je n'étais pas le seul. Bon. Bon.
Ah, c'est ça. Bon, ben écoute, ça fait le tour de 2010. Puis 2020. Pourquoi j'ai dit 2010, moi? Parce que thème 2010, c'est là Parce où... que la loterie m'a trop... Non, parce que 2010, c'était l'année de Jeff Skinner. Ou de Jared Tenordi. Et là là. Aucune gorgée. Ouais, prends-toi une gorgée. Moi, j'ai éternué, toi, prends ta gorgée d'eau. Puis pour le prochain bloc, mais on va accueillir notre ami. Le podcast Processus vous est présenté par Cargarous. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargarous. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargarous.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belleuil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Bon, ben dernier bloc, déjà. Dernier et non le moindre. Notre ami, Éric Oziel, qui, écoute, en cette... ce soir de loterie, vient nous parler du choix du National de Québec. Oui, Mac Templeton. Ouais. Pour ceux là qui écoutent, les plus jeunes, peut-être qui n'auraient pas vu Lancer Compte, c'était le dur à cuire mais c'est surtout un homme bon et doux. Ouais. Un ami qui a un peu de profondeur puis qui comprend à la fin de notre balado pour venir sortir un peu du hockey, mais nous faire des références avec le hockey. Mais avant tout, si tu me permets, je vais laisser notre jeu de mots. Monsieur Jeu de mots. Y aller avec des mots. J'aimerais juste vous faire un rappel pour votre parcomètre et pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui s'en cherchent une, vous rappelez que le processus est présenté par Cargarous. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargarous.ca. Éric, qu'est-ce que tu nous as concocté au menu aujourd'hui? Bon, vous savez, j'aime beaucoup le hockey parce que, d'ailleurs, le hockey, je dois beaucoup au hockey. Templeton, d'une série dans laquelle j'ai joué qui était principalement sur le hockey et sur autre chose aussi. On a coaché ensemble aussi. On a coaché ensemble. Ouais. J'aime beaucoup le hockey. J'ai coaché beaucoup dans le hockey mineur et j'aime aussi beaucoup le football. Puis je me suis lancé la réflexion. On a eu, il y a à peine 2 semaines, le repêchage de la Ligue nationale de football, la NFL, qui a été très, très, très regardé. Et ce soir, aujourd'hui, c'était la loterie, tant attendue. Et puis, là, c'est plein d'espoir parce que bientôt, au mois de juin, à la fin juin, il va y avoir le repêchage de la Ligue nationale. Puis je me suis demandé, quels sont les avantages pour un recruteur? Vous êtes des passionnés. Ouais. Vous avez une expertise par rapport au hockey. Vous aimez autre chose. Mais je me suis dit, quels seraient les outils que le Snake et le Mathias dans la NFL ont que vous n'avez pas? N'est-ce pas? Et le premier outil, c'est qu'ils ont l'opportunité de visionner des films, de voir des joueurs plus matures physiquement, mentalement. Ouais. Quel âge, là, pour situer les gens qui suivent moins le football, à quel âge les joueurs sont repêchés dans la NFL? Première, bon, là, on compare des pommes et des oranges parce que dans la NFL, tu vas chercher des joueurs principalement à 99,9% de collégial, universitaire. Ouais. Donc, tu as dû avoir un parcours scolaire. Tu as dû aller chercher une éducation. En tout cas, une apparence d'éducation. Y a-tu un 0,1%? Ben, tu peux avoir des joueurs qui ont passé par ailleurs que l'université. Tu peux avoir des des joueurs qui ont été repêchés par rapport à un programme canadien ou ailleurs dans le monde. Okay. Mais principalement, c'est universitaire américain, nord-américain. Oui. Et ce que ça donne, ça donne principalement des joueurs de 21-22 ans, quelques joueurs de 20 ans, très peu, mais 21-22 ans. C'est 21-22 la moyenne? Oui, parce que tu dois avoir fait au moins un certain nombre d'années collégiales universitaires. 3. C'est ça. Donc, ma première impression comme ça à chaud, là, puis tu me corrigeras, c'est que ça doit faire des choix plus sûrs quand même s'ils ont 21 ans. On va en reparler tantôt. OK. Parce que je vais principalement tantôt me concentrer sur la première ronde. OK? Parce que je vous écoute, puis je vous lis depuis longtemps. Le joueur d'impact est en première ronde. Ouais. Rarement, tu vas avoir des joueurs d'impact en 2e, 3e. Ouais. Tu vas en avoir, puis c'est un bonus pour une équipe. Ouais. Mais le joueur d'impact, c'est la première ronde. C'est pour ça que souvent aussi, la première ronde et un certain soir, les autres rondes sont décalées. C'est ça. C'est la première ronde où ton espoir... Fait
tu me réserves des surprises par rapport à mon observation. Oui, là. je te reste des surprises. Puis ce qui arrive, c'est que non seulement ils sont plus matures dans la NFL, parce que, bon, ils ont passé un processus beaucoup plus long, mais ils ont aussi, comme je disais tantôt, l'apparence d'éducation. Donc, ils arrivent avec un autre bagage. J'aime l'apparence d'éducation. Oui, parce qu'il y a des programmes où clairement, ils sont pas sur les bancs d'école. Ouais. On le sait. OK? Tu vas me dire que les joueurs de hockey, selon la perception, n'ont pas d'éducation ou très peu, ce qui est faux. Ouais. Il y en a qui réussissent à faire l'école, mais très peu qui vont sortir avec un diplôme. Il y a beaucoup de joueurs de football qui vont arriver dans la NFL et qui vont compléter leur diplôme. J'espère que mon gars va aller à l'école à Central Arkansas, là. Ben, écoute, je te le souhaite. Faut-tu que je déménage pour aller le suivre? Non. Puis là, tu parles d'un autre sport, tu parles du soccer. Ouais, c'est ça. Puis ce qui arrive avec le parallèle avec le hockey, c'est que il y a eu, pendant longtemps, des joueurs de 20 ans qui étaient repêchés. C'est que quand la fameuse Association mondiale de hockey est arrivée, 73-74, on a fait une exception pour aller chercher des joueurs de 18 ans, parce qu'il y avait des joueurs de 18 ans dans cette ligue-là. Voilà. Et on est revenu en 80, on est revenu rapidement après à des joueurs de 20 ans. Puis en 80, on est tombé à des joueurs de 18 ans, pour qu'en 85... Entre 87 et 91 au hockey, des joueurs de 18 et 19 ans ne pouvaient être repêchés principalement qu'en première, deuxième ou troisième ronde. OK. Tu ne pouvais pas les repêcher en quatrième ou cinquième ronde. Fait qu'il y a eu beaucoup de changements, mais ça, c'est l'avantage que tu dis, bon, là, j'ai vu un gars au secondaire, je l'ai vu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois maintenant, parce qu'il y a le transfert, que tu peux voir un gars. Et l'autre affaire qui est bien, bien importante aussi, c'est que, tu sais, t'as des joueurs que tu peux évaluer dans le même niveau. Au hockey, t'as la Ligue junior. Ouais. Donc, comme Snake dit souvent. c'est ça. L'USHL, Ouais. tu as le secondaire, tu as l'Europe, tu vas pouvoir les voir au championnat mondial junior, ceux qui sont invités, tu vas les voir pendant les séries de la Coupe Memorial. Mais au football, tu as principalement ce qu'on appelle les 5 conférences, le Power 5, et c'est égal. Et c'est un match par semaine, et si ton joueur va jouer 1 ou 2 matchs de plus, c'est des bowl games. Fait que, tu sais, t'as vraiment... en principe, le job de recruteur dans la NFL, en principe, serait plus facile parce qu'il y a moins de disparité de ligue et ils sont plus vieux. Oui, théoriquement. En première ronde, ce sont principalement des joueurs des Power 5, donc de SEC, ACC, Big 12, Big 10 et Pac-12. Donc déjà, tu peux comparer des pommes avec des pommes. L'autre argument bien important, c'est qu'on repêche, puis je vous écoutais tantôt, là, puis je t'écoutais plus tôt aujourd'hui, tu dis, ben lui, on va le repêcher pour dans 2-3 ans, parce que, au football, on repêche selon les besoins. Ah oui. Un joueur qui est repêché dans la NFL, surtout en première ronde et en deuxième ronde et en troisième ronde, c'est un joueur qui va être partant cette année. Ah oui. Tu comprends? Ouais. Ben, à cause de l'âge, c'est ça. Ben, pas juste ça, parce qu'on y va avec les besoins de l'équipe. Les Steelers de Pittsburgh ont un besoin criant de joueurs de ligne offensif. Ils ont repêché parmi les 5 joueurs, les 5 premiers joueurs dans leur équipe, 3 joueurs de ligne offensif. Fait que tout de suite, t'as un poste presque garanti. Mais là, ça ouvre la porte, par contre, à des erreurs, ça. Pas tant. Pas des joueurs de ligne offensif, pas pour des demi de coin, pas pour des receveurs de passe, pas pour des secondaires. Ça va ouvrir la porte à des erreurs, à des carrières arrière. Ah oui? Mais pourquoi les carrières arrière et pas les autres positions? Parce qu'on est impressionné au football par la taille des joueurs, des carrières arrière. La grosseur de leurs mains, c'est très, très important. La grosseur de la main, comment tu grippes un ballon. Ta réputation. Et là, on est omnubilé par les carrières de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Avec un bras. Les gars qui ont un bras, qui sont capables de rester dans la pochette protectrice. Et des fois, ça se traduit pas dans le pro par des très, très bons joueurs. Puis je vais t'en parler tantôt. Parce que des erreurs au niveau du corps arrière, il y en a quand même trop souvent. C'est énorme. Pour l'argent investi. Ouais. Mon premier réflexe, en entendant ça, si je suis recruteur d'une équipe ou directeur général, j'aime mieux repêcher une autre position. Je suis un gars conservateur, je veux des choix quand même plus sûrs. Mais tu as besoin d'un corps? Ah, oui. Alors il y a des, comme on dit, il y a des reach. Il y a des joueurs qui, normalement, des corps qui devaient être choisis en 3e ronde, qui partent dans le top 15. Le meilleur joueur cette année, le meilleur joueur, ça faisait presque consensus. Le meilleur joueur de football cette année était Marvin Harrison Jr., receveur de passe. Ils ont pris Caleb Williams parce que c'est un quart arrière créatif qui a joué à USC, qui arrive avec une réputation. Ces gars-là traînent une réputation du secondaire, tu comprends? Alors, mais ton meilleur joueur, sauf que les Bears de Chicago ont besoin d'un quart arrière. Ils venaient de transiger
Justin Field à Pittsburgh. Ouais. Fait qu'on y va par position, on y va par besoin. Alors qu'au hockey, à part ton premier choix, qui probablement que Celebrity va faire l'équipe, les autres, là, tu dis c'est dans 2 ans, 3 ans. Et l'autre grande différence, c'est que tu n'as pas cette position-là au hockey. Tu n'as pas une position névralgique de carrière. Un bloqueur à gauche au football, tu vas le prendre en première ronde, il est très important. Mais je te dis qu'il n'y a pas de corps arrière au hockey. Fait que, tu sais, ton joueur là, clé là, pour. Puis c'est pas les gardiens, on veut même pas les repêcher au premier tour. Je me porte un petit peu en fou dans ce que tu dis. C'est pas des corps arrière proprement parlé, mais ce sont des défenseurs qui vont piloter ton attaque à 5. Tu sais, je regarde un Charlie McAvoy, là, qui est mon coup de cœur présentement de cette année, choisi 14e en 2016. Oui. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Mais, Éric, tu as raison, mais c'est sûr qu'un Cale Makar est aussi important à l'Avalanche que le corps arrière d'une équipe championne du Super Bowl. Oui, mais il n'y a pas de club de la Ligue nationale qui vont chercher des défenseurs en principe qui potentiellement numéro 1 à un rang qui ne devrait pas aller les chercher. Non, parce qu'on va chercher le centre souvent. Ouais. C'est le centre qui va sortir en premier souvent. Ben, parce que aussi, tu peux aller... tu as un joueur un peu plus développé à sa position, un joueur de centre qu'un défenseur. Ça prend un petit peu plus de temps d'être... Tu sais, la maturité au niveau d'un défenseur, ça prend souvent un petit peu plus de temps. Moins maintenant, mais beaucoup on est dernièrement. Plus proche entre le centre et le défenseur qu'entre le corps arrière puis la position qui suit. Ça. Le quart arrière, tous les jeux offensifs passent par le quart arrière. Oui, c'est pas tous les jeux offensifs qui vont passer par le défenseur. Tu comprends-tu? C'est dans la Ligue nationale, un gars comme Bo Nix, qui a été repêché 12e ou 13e par les Broncos de Denver, le corps arrière. Oui. Normalement, ce gars-là, c'est peut-être un choix de 3-4e ronde si on n'y va pas selon les besoins. Mais Denver a vu ce gars-là comme la chance de repêcher un carrière parce qu'ils se disent peut-être l'an prochain, on n'aura pas la chance, l'année d'après, on n'aura pas la chance. Alors tu repêches des gars comme ça. C'est ça, on y va selon les besoins. Et aussi, on a les 5 ans où on n'est pas obligé de les payer le gros salaire. Ouais. Alors, on s'est débarrassé de Russell Wilson. C'est ça. On paye pour ça. Puis, j'écoutais Sean Payton le soir du repêchage. Puis, Bo Nix, j'avais l'impression que s'il avait été disponible en 5e puis qu'il avait eu le choix de 5e, il l'aurait pris en 5e. Ben oui. Parce que pour lui, il y avait une personnalité qui était exactement ce qu'il recherchait. Je vais utiliser notre Snake maintenant puisqu'on l'a. Ouais. Ça serait quoi ta stratégie, toi, de recruteur au football, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'erreurs avec les corps arrière? Tu ferais quoi, toi? Bon. Moi, je te dis, premièrement, être recruteur au football, le football me passionne, mais jamais je voudrais ce job-là. Parce que la différence dans l'évaluation des joueurs entre le jeu collégial et la Ligue nationale, pour moi, c'est le jour et la nuit. Ah oui? Le jour et la nuit. Premièrement, pour un corps arrière, les receveurs de passes dans les bonnes équipes sont toujours ouverts. N'importe qui peut compléter une passe comme ça. Dans la Ligue nationale, tu dois lancer une spirale là, dans un espace de la largeur d'un ballon entre 2 demi-défensifs qui t'attendent juste dans le détour pour t'intercepter. Il m'impressionne, le Snake, hein? Il connaît ça. Bill Belichick était sur le Pat McAfee Show lors de la soirée du repêchage de la première ronde, qui était en direct sur YouTube. Ça a été un des grands moments pour moi des 10 dernières années. Il a été extraordinaire. Et les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, puis il a été très fair, Belichick. Il n'a pas essayé de dénigrer les Pats. Ont été chercher Drake May. Ouais. OK? Et il a dit, Drake May, là, je regarde ses films, et il est très bon, mais dans la NFL, il n'y aura pas ça d'espace. C'est ça. Il n'y aura pas ça. Ouais. Et lui, il va falloir qu'il soit beaucoup plus précis dans les années à venir. Okay. Fait que lui, il a vu ça. Ça veut dire que Belichick n'aurait pas pris 3e. Voilà. Mais Drake May, 6 pieds 5, vient d'une famille d'athlètes. Ouais. Tu comprends-tu? A une réputation. Moi, je l'ai écouté en entrevue. J'ai trouvé qu'il manquait d'assurance. Ouais. Mais ceci dit, tout ça, tu dois l'inclure dans ton évaluation. Et le système de jeu. Très important au football, le système de jeu puis le coaching. Fait que tu fais quoi, toi, Simon? Alors moi, qu'est-ce que je fais si je suis recruteur au football? Tu fais ton possible. Oui, tu fais ton possible, mais mettons une stratégie de repêchage. Oui, j'en aurais une, moi. Je ferais des... Puis c'est très populaire, il y en a beaucoup qui le font. Des échanges vers le bas pour aller toujours chercher plus de choix. Ouais. Alors, mettons que je sois 10e. Ah, tu me donnes le 15e et le 38e? Moi le prendre. Ça se fait de plus là, j'arrive à 15. Ah, ben, OK, tu me donnes 22 puis 54? Donne-moi 22 puis 54. Et tu ferais ça plus au football qu'au hockey? Ah oui. Pourquoi? Oui. C'est quoi la différence? Ben, parce qu'au hockey... Si tu me permets. On les fait, les bilans des repêchages. Après les 20-25 premiers choix, c'est au compte-gouttes. Ouais. Puis au football?
Ben, c'est parce qu'au football, tu as Ben, beaucoup, plus de, il y a- t'as beaucoup plus de joueurs de talent. Oui, il y a, Je puis il y a- m'explique. oui, il y a beaucoup plus. Il y a un Ouais, plus gros c'est bassin ça, de joueurs et il y a plus de positions. Ah oui, c'est ça. Tu as 22 postes que si tu as un trou, l'autre équipe va l'exploiter. Alors, tu as besoin d'avoir. Tu sais, il y a des gens qui se spécialisent des demi-défensifs, il y a des bloqueurs, il y a des porteurs de ballon. C'est un autre game. Et c'est pour ça que il y a un gros roulement au football. Les carrières sont très courtes. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à prendre ton poste. Et à chaque année, les 7 joueurs que tu repêches, en moyenne, parce que tu as 7 choix, écoute, tu t'attends à avoir, 2-3 partants, 2-3 réservistes, puis un peut-être que tu vas mettre sur le taxi squad. Le retour sur ton investissement au football, Mathias, il est supérieur au football qu'au hockey. Parce que au hockey, là, tu peux attendre 4 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans avant de dire, OK, on l'a repêché en 2019. Ouais. Puis là, maintenant, ben, il va faire l'équipe ou il va être un joueur de 4e trio finalement, puis on a dépensé un choix de 2e ronde pour lui. Tu comprends? Alors qu'au football, tu le sais instantanément. Parce qu'il n'y a pas de Ligue américaine. Tu ne retournes pas ton équipe, ton joueur, tu le retournes pas dans la NCAA. Je veux dire, tu fais l'équipe là où où c'est jamais. coupé ou tu vas aller dans la Ligue canadienne de football, qui est pas mauvais, là, mais c'est pas la même affaire. L'autre affaire qui est en train de se passer présentement au football principalement, c'est la nouvelle mesure NIL, Name, Image and Likeness, ce qui veut dire que là, maintenant, tu peux monnayer ton nom, ton image et ta personnalité. Il y a des joueurs qui font 750 000 $ par année. Ils se disent, moi, là, après 3 ans, au lieu de me parce qu'au football, tu dois te déclarer éligible pour le repêchage. Alors qu'au hockey, tu es automatiquement dans le repêchage. Ben non, moi, à 750 000 par année, je vais rester une année de plus collégiale. Fait que je veux pas aller faire le salaire minimum dans la NFL. Je vais rester. Fait que ça aussi, ça Tu as le droit complique d'être payé. Oui, c'est nouveau. Oui, maintenant, oui. Oui, ok. oui. Et c'est pour ça que Reggie Bush, qui avait perdu son trophée Heisman en L'a 2005, récupéré. l'a récupéré parce que lui, il avait été payé dans ce temps-là. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup plus de certitude au repêchage de la NFL, sauf à un poste carrière. Sauf à une ronde, première ronde. Puis là, j'y arrive. Ouais. Puis là, je vais te rassurer. Mais ça, j'ai hâte de voir, Eric, Ouais. parce qu'il Là, y a pris- bien des boss en première ronde. Ben Ouais. Là, j'ai pris les 20 dernières années. Ouais. J'ai décidé de rester dans le 21e siècle. Parfait. Je me suis surpris moi-même avec le résultat. Ok. J'ai fait une étude. Tous les choix le premier choix au total. Ouais. Au hockey, là, j'ai regardé ça, je te dirais qu'il y a un bust depuis 20 ans. Ouais. Di Pietro en 2000, il y a les blessures. Ouais. Est-ce que c'est un bust? Pas vraiment. Eric Johnson, il y a eu des blessures aussi, Ouais. dont sa première année pendant le tournoi de golf, il s'est fait mal au genou. L'accident du cart de golf, là. Mais est-ce qu'il aurait été... Ben, il a gagné, il a contribué Ouais. à une Coupe Stanley. Ouais, ouais. Ben, OK? ouais. Yakupov, je te Ouais. dirais que c'est le seul. C'est encore trop tôt pour Lafrenière. Je pense que la deuxième moitié de Lafrenière, saison... c'est pas un boss, C'est là. ça. Non. oui. Ekblad, c'est pas un boss, mais c'est... Ça dépend de la définition de boss. Attends une minute. Recrue de l'année, sa première année. Ouais. Il a été très bon. Pas un grand Après ça, il y a eu des défenseur, blancs. Non, il a ralenti. Les blessures l'ont ralenti. Il y a eu des Ouais. commotions cérébrales. Il y a eu des blessures. Mais tu as quand même 7 gars là-dedans qui ont gagné la Coupe Stanley sur 23, parce qu'on parle de depuis 2020. Ouais. Au football, tu as au moins 7 échecs. Échecs, là. OK. Et dans les 7, tu as 6 carrières. Ah, tu vois. Et puis j'ai inclus Baker Mayfield, parce que Baker Mayfield a une bonne année en 2023, mais pour un premier choix au total, Non, il a pas fait le... c'est pas Non, suffisant. Non, non. Fait que Non, non. le quart arrière, c'est la position où les recruteurs se trompent le plus. Ouais. Et même cette année, j'ai hâte de voir, là, il y a un joueur, puis ça, vous allez être content, il y a un joueur qui est parti en première ronde, qui a été louangé par tout le monde pour une raison, parce que c'est un joueur de hockey, J.J. McCarthy, de Michigan. Oui. OK. C'était mon corps préféré, moi, cette Ah année. oui? Oui. Ouais. Moi, j'ai un doute. Ouais. Parce que je trouve qu'il n'a pas beaucoup lancé le ballon à Non. Michigan. Ils ont beaucoup couru, mais tu vois, Mais il y a 21 ans. il y a 21 ans. Alors qu'il y en a il est plus d'autres qui ont jeune. été repêchés qui ont 23, puis même 24, je Ouais, pense, mais Michael Penix. Oui, Ouais. c'est ça, parce que maintenant, on a le fameux transfert où tu Ouais. peux transférer. Fait que tout ça, c'est intéressant, mais il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs au football aussi, malgré tout ça. Moins par rapport à des joueurs de ligne offensive. Et si on changeait l'instrument d'évaluation, et comme vous parliez tantôt de la précision des corps, est-ce qu'on ferait moins d'erreurs si on miserait plus sur la précision du corps arrière? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas juste cet élément-là. Mais Mais- c'est important quand même. Oui, mais ils le savent, les équipes. C'est juste qu'elles semblent perdre le contrôle dans les semaines qui précèdent le repêchage. En fait, J.J. McCarthy, on parlait jamais de lui comme un choix de première ronde. Puis là, à un moment donné, tout finit au mois de janvier. Puis là, au fur et à mesure que ça avance, il y a des gars qui grignent d'un Comme classement. Kotkaniemi. En fait, ce qui, Oui. arrive au football, c'est tellement précis. Bill Belichick a décidé que Mac Jones, qui venait d'Alabama, qui avait repêché en première ronde, allait s'adapter à son style, au style de l'équipe. Ouais. OK?
c'est l'erreur maintenant que les bons jeunes instructeurs ne font pas. Ils disent, nous autres, on va adapter notre style offensif au corps arrière, à ses qualités. Alors que les coachs qui se disent, non, toi, là, on t'a repêché, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, mais tu peux pas faire ça. On va pas l'inclure dans notre système offensif. Fait que c'est ça aussi. Des fois, les joueurs sont mal servis, tu comprends? Alors, Justin Field est arrivé à Chicago. C'est un bon carrière, court bien, mais il n'y avait pas de système, puis ils ont changé de coordonnateur offensif souvent. Fait qu'il n'y avait aucune chance. Est-ce que tu penses que si c'était retrouvé à Baltimore, puis je dis bien Baltimore, il aurait pu être un genre de Lamar Jackson? Ben, on ne sait pas, mais probablement. Fait que, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est pas une science précise dans aucun sport. Ce que j'aime beaucoup au baseball, c'est qu'on te permet d'aller plusieurs années dans les mineurs avant de monter. C'est un autre game, mais au football, t'es repêché, tu vas jouer dans la NFL. Merci, Eric. Merci, les gars. Merci, Simon. Pag. Hey, merci à vous autres, les gars. C'était vraiment le fun, encore une fois. Parfait. Fait que, écoute... Sweet 16, comme on dit. Sweet 16. À la semaine prochaine. Oui, bye. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.